Mardi 9 septembre 2025, deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, et à l'Étude pour présenter ce grand journal. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici les infos. Les employés de la CNE manifestent de nouveau devant la ville d'accueil. À Port-au-Prince, le climat social reste tendu dans le secteur public. Hier lundi, les membres du syndicat des employés de la CNE, Centre national des équipements, ont organisé une nouvelle manifestation devant les locaux de la ville d'accueil. Ils réclament une fois de plus l'application d'une décision déjà adoptée, un conseil des ministres concernant le paiement de leurs dûs. Écoutons un extrait signé Téléguinéen. Le président du conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a procédé à l'installation officielle du comité national haïtien de restitution et de réparation lors d'une cérémonie organisée ce lundi à Port-au-Prince. Cette initiative marque une étape symbolique et politique majeure dans la revendication historique d'Haïti pour la restitution et les réparations liées à la dette imposée par la France au XIXe siècle, ainsi qu'aux injustices coloniales. Voici un extrait signé Téléguinéen. Aux faits de droit donné au Palais national à Port-au-Prince le 5 août 2025 en 222e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition. Méditer le passé, mais pour amorcer un vaste mouvement de réflexion critique sur notre présent, figurer l'avenir d'Haïti et refaçonner sa place dans le monde. Sur le fondement de ces considérations, l'exigence de justice et de réparation n'apparaît plus qu'impérieuse. De fait, 2025 relie en un continuum indissoluble, passé, présent et futur, signifiant que la mémoire historique est un levier indispensable pour donner ses assises à notre souveraineté. La tâche fondamentale du comité sera de structurer cette Nous restons toujours au Conseil de transition. Dans ce journal, le président du Conseil présidentiel de transition, CPT, Laurent Saint-Cyr, a officiellement reçu hier lundi les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République des États-Unis du Mexique en Haïti, son Excellence José de Jesus Cisneros Chavez. La cérémonie s'y est tenue à la résidence officielle en présence de plusieurs membres du gouvernement de transition et de représentants du corps diplomatique. Cet acte marque le renforcement des relations bilatérales entre Port-au-Prince et Mexico dans un contexte où Haïti traverse une période décisive de transition politique et institutionnelle. Voici un extrait signé Téléguinéen.
celle de ce pays ami, cette république sœur. Nous allons continuer cette coopération sur la base des priorités fixées par les autorités haïtiennes. Pour nous, c'est très important d'axer notre action au niveau de la coopération en Haïti d'une façon structurée et très coordonnée avec les autorités, avec le peuple haïtien. Compte tenu de la situation actuelle, je pense que les axes de cette coopération seront toujours les traditionnels, dont la coopération en matière de défense, l'éducation, l'agriculture, mais aussi le commerce et la coordination des positions au niveau des forums multilatéraux. Parlons de l'alphabétisation dans ce grand journal sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle a célébré la 59e journée internationale de l'alphabétisation autour du thème « Alphabétisation pour Haïti sans analphabète ». Cette commémoration qui s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux pour promouvoir le droit fondamental à l'éducation a réuni des représentants de l'État, des organisations de la société civile, des éducateurs, des partenaires techniques et financiers. L'objectif était de sensibiliser la population et de renouveler l'engagement des autorités face aux défis persistants de l'analphabétisme dans le pays. Voici un extrait signé Radio-Télé Guinée. Dans l'affaire alphabétisation dans le monde, pour nous-mêmes dans le pays Haïti, chaque année quand ça arrive, nous toujours songer un moment côté que le président et l'UNESCO qui a commencé à faire travail d'alphabétisation. Ça fait 80 années que le travail ça a fait. Il est important pour nous avoir une précision ça. Si l'éducation, c'est une grosse activité qui par jamais été dans toute société, alphabétisation, lui-même c'est un projet. Il commence un jour, il faut le finir un jour. Pas capable de alphabétisation pendant toute période de 100 ans, autrement dit qu'on va gagner qui pas fait. Nous avançons dans le cadre complet que nous avons fait là. Dans son message pour cette journée, l'alphabétisation est une pierre angulaire du potentiel humain. Elle nous a également rappelé des progrès accomplis, notamment le fait que 93% des jeunes sont aujourd'hui alphabétisés, contre seulement un quart il y a 50 ans. Ces progrès sont le fruit d'un effort mondial dans lequel l'UNESCO a joué un rôle moteur en soutenant des politiques et programmes d'alphabétisation dans 50 pays depuis 2020. Vivre encore dans l'ombre de l'analphabétisme, ce n'est pas une fatalité, c'est une injustice. Et c'est à cette injustice que nous devons collectivement mettre fin. Dans ce combat pour l'accès à la connaissance, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'engage pleinement. Car nous savons qu'une femme qui sait lire et écrire est une femme qui peut faire valoir ses droits, protéger sa santé, participer à la vie économique, politique et sociale de son pays. Dans cette perspective, avec une grande considération, je tiens à saluer et féliciter le nouveau secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, Maître Mozart Clérisson. Sa nomination marque une étape importante dans la consolidation des efforts pour une éducation inclusive, accessible et enracinée dans les réalités du pays. Le porte-parole du secteur non aligné, Sénat, l'ingénieur McKinlord Jean-Pierre, a lancé un appel pressant à la communauté internationale afin de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti, PNH, ainsi que celles des forces armées d'Haïti, FADH, dans la lutte contre l'insécurité qui gangrène le pays. Lors d'une déclaration publique, il a fermement rejeté toute démarche visant à instaurer une nouvelle mission internationale en remplaçant de la force multinationale déjà déployée pour appuyer la sécurité en Haïti. Selon lui,
la véritable solution à la crise sécuritaire réside dans le soutien direct aux institutions nationales de défense et de sécurité. Écoutons Monsieur McKinlove au micro de la presse. Soumettez l'idée nous, aux États-Unis, qui ont force multinationale, qui ont l'autre force 500 000 et 5500 soldats qui ont venu avec l'autre fait de route, nous toujours dans Kachubombe à pire. Parce que moi, pourquoi j'aime connaître, moi, pourquoi j'aime ouais, sécurité qu'on sorti dans l'autre pays pour venir résoudre problème dans l'autre pays. Moi crois que pas gain aucun monde qui vinn faire quoi c'est force multinationale c'est force étranger retirer Kenya venir avec Rwanda c'est même coup de bâton hein. Réalité à jodi pas gain aucun pays qui a fonctionné sans l'armée de pour parler des États-Unis de l'armée d'Haïti il y a tout problème. De pour parler Canada de l'armée d'Haïti, il y a tout problème, même gens pour la France. Mais vous contentez dans Haïti, on série de green bottes, on série de lunettes, on série de uniformes qui va petit loin. Pendant que nous elle a prêté à Israël qui ça au bayo. Nous elle la France a prêté avec pays qui ça au bayo. Comment je dis ou capable résumer 12 millions d'habitants avec 10 000 policiers, 10 000 policiers gen la dayo qui n'a toute qualité mauvaise affaire et gen la dayo qui fait espion les États-Unis. Nous dit non, je dis si communauté internationale la vle et des pays, li doit garder constitution 87 là. Dans article 263, li clair pays a gen des forces là-dedans, c'est l'armée avec la police. Il pas question de traiter avec la police et puis l'armée a pas de matériel. Nous dit au lieu OEA a parlé de 2 milliards 600 millions de dollars pour aide humanitaire, une équipe 2 milliards 600 millions de dollars américains. C'est pas pour investir dans le pays d'Haïti non. Yo bon spécialiste importé bagay moun k'ap travail dans maçon, moun k'ap fait De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio. Alexa, open Swag Radio. Comme ça, vous allez écouter Swag Radio. Et n'oubliez pas, tous les dimanches, à partir de 2h jusqu'à 3h30, Swag TV Magazine. Voilà, je suis un magazine pour vous. C'est tous les dimanches, channel 882 Comcast à Boston et 1045 dans le North Shore. Nous irons en Chine dans ce journal. Le président chinois Xi Jinping a participé hier mardi au sommet virtuel des BRICS, réunissant les dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. À cette occasion, le chef d'État chinois a prononcé une allocution marquée par un appel au renforcement de la coopération entre les pays émergents face aux défis mondiaux. Voici un reportage signé CGTN News. Dans sa déclaration lors du sommet virtuel des BRICS, le président chinois Xi Jinping a déclaré qu'actuellement, les transformations inédites depuis un siècle s'accéléraient avec la montée de l'hégémonisme, de l'unilatéralisme et du protectionnisme. Selon lui, les pays des BRICS, se tenant à l'avant-garde du Sud global, doivent faire valoir l'esprit des BRICS, marqué par l'ouverture, l'inclusion et la coopération gagnant-gagnant. Défendre ensemble le multilatéralisme et le système commercial multilatéral, promouvoir une coopération BRICS plus vaste et bâtir une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. À cette fin, le président Xi Jinping a avancé 3 propositions. Premièrement, il a souligné l'importance de poursuivre le multilatéralisme afin de préserver l'équité et la justice internationale en déclarant que le multilatéralisme est l'aspiration commune de tous les peuples, la tendance générale de notre temps et le fondement important de la paix et du développement dans le monde. L'initiative pour la gouvernance mondiale qu'il a avancée vise à promouvoir les actions conjointes des différents pays en vue d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. Les pays des BRICS doivent également poursuivre le principe d'ample consultation, de contributions conjointes et de bénéfices partagés et préserver le système international centré sur l'ONU et l'ordre international fondé sur le droit international, de sorte à consolider le fondement du multilatéralisme. Il leur faut promouvoir activement la démocratisation des relations internationales et accroître la représentation et le droit à la parole des pays du Sud global, et perfectionner le système de gouvernance mondiale par la réforme et mobiliser pleinement les différentes ressources de sorte à mieux relever les défis communs auxquels fait face l'humanité. Deuxièmement, il a appelé à l'ouverture et à la coopération gagnant-gagnant pour préserver l'ordre économique et commercial international.
Indiquant que la mondialisation économique est un courant irrésistible de l'histoire, Xi Jinping a appelé à bâtir une économie mondiale ouverte pour partager les opportunités dans l'ouverture et obtenir des résultats gagnant-gagnant. Il a également souligné la nécessité de préserver le système commercial multilatéral centré sur l'OMC et de rejeter toute forme de protectionnisme. Le président Xi a demandé de promouvoir une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive, placer le développement au centre de l'agenda international et travailler à ce que les pays du Sud global participent de manière équitable à la coopération internationale et bénéficient des fruits du développement. Troisièmement, Xi Jinping a insisté sur la poursuite de la solidarité et de la coopération pour forger une synergie en faveur du développement partagé. Faisant remarquer que les pays des BRICS représentent près de la moitié de la population mondiale, environ 30% de l'économie mondiale et 1/5 du commerce mondial, le président Xi a exhorté le bloc à coopérer plus étroitement afin de répondre efficacement aux risques et défis extérieurs. Il a ajouté que la Chine était prête à travailler avec les autres pays des BRICS pour mettre en œuvre l'initiative pour le développement mondial et faire avancer la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Il a également appelé à valoriser les atouts de chaque pays, à approfondir la coopération pragmatique en matière de commerce, de finances et de technologie, de sorte à renforcer le fondement, la dynamique et le rayonnement de la coopération BRICS plus vaste, au plus grand bénéfice de leur population. Le sommet virtuel était présidé par le président brésilien Lula da Silva. Les dirigeants de la Russie, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Indonésie et des Émirats arabes unis ont participé au sommet. Des représentants de l'Inde et de l'Éthiopie se sont également joints à eux. Les dirigeants et les représentants ont critiqué l'unilatéralisme et souligné que les pays des BRICS devaient faire face ensemble aux crises et aux défis, défendre le multilatéralisme, maintenir un système commercial international libre et ouvert et protéger les intérêts communs des pays du Sud global. Les dirigeants ont salué l'initiative du président Xi en matière de gouvernance mondiale, qu'ils ont jugée opportune et ciblée, fournissant des orientations claires pour améliorer la gouvernance mondiale. Ils ont également convenu de poursuivre le dialogue sur les grandes questions internationales, notamment la crise en Ukraine et le conflit à Gaza. Le dimanche 7 septembre 2025, la Russie a lancé sa plus grande vague de drones et de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, tuant au moins 5 personnes et frappant pour la première fois le siège du gouvernement à Kiev. Écoutons les détails avec nos confrères de Radio-Canada. Alors, ce sont des images qui ont circulé beaucoup en fin de semaine, Raphaël Bouvier-Auclair. Ça se passe à Kiev, la capitale ukrainienne. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine que le siège du gouvernement est attaqué. Oui, c'est une très grosse attaque, Catherine, qui est survenue cette fin de semaine dans la nuit de samedi à dimanche, très tôt le dimanche matin, en fait. Donc, on est à Kiev, la capitale de l'Ukraine, très loin de la ligne de front avec ces zones occupées par la Russie. Et là, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'on a frappé au cœur de la capitale. Vous voyez, cet édifice gouvernemental, il est vraiment au centre de Kiev. C'est une attaque d'importance majeure, on le disait. 800 drones, des missiles. Et donc, cet édifice du gouvernement qui a été attaqué, qui a été incendié, les secours sont arrivés sur les lieux rapidement. Ça a été dénoncé, évidemment, par la première ministre ukrainienne qui a parlé d'une escalade dans le conflit, message relayé également par le président Volodymyr Zelensky. Et aujourd'hui, on a invité les représentants de différentes missions européennes qui sont en poste à Kiev à venir visiter les lieux pour voir quels sont les dommages qui ont été créés justement par cette attaque dont on voit les impacts ici à Kiev. Alors que je vous le dis, d'habitude, quand on se promène dans le centre de Kiev, on est assez loin des impacts de ces attaques. On entend bien sûr au cœur de la capitale quand il y a des drones qui survolent, quand il y a des attaques, des explosions un peu partout, mais ce sont souvent des quartiers périphériques qui sont touchés. Scénario différent cette fin de semaine. Et on peut penser, en tout cas à l'entendre, le président Trump, Raphaël, qu'il commence à être impatient parce que là, il se dit prêt à imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Alors qu'il y a eu, il y a quelques semaines,
souvenez de ces images, oui, évidemment. Ce grand sommet. Ce grand sommet, cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Or, depuis, il y a quelques grosses attaques qui ont été menées par la Russie contre le territoire ukrainien. Donc, pas de signe de désescalade, pas de signe d'intention de la Russie de se diriger vers un cessez-le-feu. Donc, hier, le président Trump a dit qu'il était prêt à imposer de nouvelles sanctions. Son secrétaire à la Défense a dit que le but serait aussi de s'attaquer à l'économie russe et comment on veut le faire, entre autres en imposant des sanctions aux pays qui achètent du pétrole russe. C'est le cas de l'Inde. Regardez, en Inde, on était à 3 à 5 de pétrole russe en 2021. On est passé à 40 depuis 2025. Donc, c'est la stratégie que veulent adopter les États-Unis, mais pas d'annonce concrète encore, sauf ces tarifs sur l'Inde qui ont été annoncés plus tôt ce mois-ci. On va surveiller ça. Merci, Raphaël. Nous irons dans la bande de Gaza dans ce grand journal, près de 2 ans après le début de la guerre déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre 2023. L'armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses opérations militaires dans la ville de Gaza, la plus grande territoire. Voici un reportage signé France 24. Sur cette route côtière, une file ininterrompue de véhicules avance vers le sud. À leur bord, des habitants de la ville de Gaza qui fuient l'avancée inexorable de l'armée israélienne. Les mosquées situées à proximité des zones abritant des personnes déplacées ont été prises pour cible, nous obligeant à partir. Nous avons été déplacés de force vers le sud de la bande de Gaza sous des bombardements intenses. Lundi, la défense civile a déploré des dizaines de morts. La majeure partie d'entre eux a été tuée dans la principale ville de la bande de Gaza, qu'Israël contrôle à 40% et compte envahir totalement. L'État hébreu a également rasé une nouvelle tour d'habitation, la 4e en 3 jours, en la présentant comme un centre d'opération du Hamas. Nous étions assis chez nous quand ils ont ordonné d'évacuer parce qu'ils allaient bombarder la tour. Plusieurs tours voisines ont été touchées. Comment notre tente peut-elle nous protéger de bombardements aussi intenses ? De son côté, Benyamin Netanyahou assure que l'opération dans la ville de Gaza n'en est qu'à ses débuts et lance un message sans équivoque à la population. Je m'adresse aux habitants de la ville de Gaza. Je profite de cette occasion et écoutez-moi attentivement. Vous avez été prévenus. Partez maintenant. Dans le même temps, 4 soldats israéliens ont été tués dans le nord de la bande de Gaza après le lancement d'un engin explosif sur leur char. Nous irons en Centrafrique, les castes bleues engagés sur le front sanitaire. La mobilisation s'inscrivait dans le cadre de la journée mondiale de l'aide humanitaire qui a été célébrée le 19 août de chaque année. Voici un reportage signé Africa News. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine au chevet des personnes vivant avec handicap. Elle a organisé une campagne médicale au profit de cette couche sociale. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l'aide humanitaire. À la manœuvre, les casques bleus rwandais, marocains et égyptiens. Trop souvent, la vie est une épreuve, mais malgré tout, malgré les blessures visibles et invisibles, vous continuez à vous lever, à vous battre et à espérer. À toutes les personnes en situation de handicap, à toutes celles et ceux qui sont vulnérables, déplacés, blessés par la guerre ou par la vie, vous êtes au cœur de cette journée. Ce n'est pas seulement une commémoration, c'est un hommage à votre courage. C'est une main tendue, un regard qui dit « Vous n'êtes pas seul ». Au programme de cette assistance médicale, des soins ophtalmologiques, dentaires ainsi que la prise en charge des patients atteints de paludisme. Alors que l'accès aux soins de santé dans ce pays d'Afrique centrale reste un défi de taille, a fortiori pour les personnes vulnérables. Aujourd'hui, la MINUSCA a fait un effort de nous mobiliser, essayer de nous donner les premiers soins, comme pour faire les tests de palu, donner quelques soins. En tout cas, c'est très capital, c'est important pour nous de passer par cela. Il faut d'abord profiter de la situation puisque vous savez, de nos jours, ici en République centrafricaine, il y a le malaria qui est partout, il y a beaucoup de microbes. Et si aujourd'hui la MINUSCA nous donne cette possibilité de venir faire la consultation, déjà c'est un plus, il faut qu'il vienne et puis il peut faire le test et puis ça va.
Outre le volet sécuritaire, promouvoir la survie, le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises semble être aussi l'un des défis des soldats de la paix en République centrafricaine. Nous irons en Corée du Sud. La Corée du Sud a rapatrié 300 citoyens. La Corée du Sud a rapatrié 300 citoyens détenus après une opération anti-immigration aux États-Unis. La Corée du Sud, un proche allié de Washington, a exprimé sa stupéfaction face aux arrestations massives effectuées en Géorgie la semaine dernière. Voici un reportage signé Euronews. La Corée du Sud va rapatrier 300 de ses ressortissants après leur arrestation lors d'une opération anti-immigration ce jeudi dans une usine Hyundai en Géorgie. Les services d'immigration américains ont arrêté près de 475 personnes sur le site, majoritairement des Sud-Coréens. Après de longues négociations avec Washington, Séoul a obtenu leur libération. 우리로서는 어느 정도 수위를 조절할 수밖에 없었던 것이 우리 지금 억류되어 있는 우리 국민 300여 명을 조속히 구출하는 것이 더 큰 일이었기 때문에 그랬습니다. Cette opération est la plus importante jamais réalisée sur un seul site dans le cadre de la campagne d'expulsion d'immigrés orchestrée par le président Donald Trump, selon des responsables américains. Les vidéos filmées pendant le raid montrent des travailleurs menottés aux mains et aux chevilles, rassemblés et embarqués dans des bus. Les autorités américaines ont déclaré que les personnes arrêtées étaient soupçonnées d'avoir été embauchées illégalement. Si on ne connaît pas plus de détails pour le moment, les États-Unis ont promis qu'il n'y aurait aucune poursuite criminelle contre les interpellés. Ce raid inquiète les entreprises sud-coréennes et interroge sur les 350 milliards de dollars d'investissement promis par Séoul aux États-Unis pour compenser les droits de douane américains rabaissés à 15%. Avant de mettre fin à ce grand journal, pour ce aujourd'hui, la couleur du temps, repérant la température pour ce aujourd'hui. Dans la matinée, frais ensoleillé avec des températures qui remontent progressivement à de 51 degrés Fahrenheit, à 64 degrés Fahrenheit. À midi, doux et agréable, atteignant jusqu'à 70 degrés Fahrenheit vers 1h. À l'après-midi, temps légèrement plus nuageux, mais toujours confortable, avec des températures autour de 68 degrés Fahrenheit, 69 degrés Fahrenheit. Pour ce soir, les nuages se densifient progressivement, température décroissante autour de 64 degrés Fahrenheit. Et en soirée, puis 59 degrés Fahrenheit. Côté habillement, en matinée, privilégiez une tenue légère avec un gilet ou une veste pour les environs de 50 à 60 degrés Fahrenheit. La période de midi et le début d'après-midi sera idéale pour les activités en extérieur. T-shirt ou chemise légère suffisent. En soirée, un pull ou une couche supplémentaire sera judicieux face à la baisse progressive des températures. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 9 septembre 2025. Oui, la radio c'est Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Le son qui swag, et la télé c'est Swag TV tous les dimanches de 2h à 3h30, Channel 882 Comcast si vous êtes à Boston. Ah oui, et puis dans le North Shore 1045 New Hampshire, Swampscott, oh là là, partout. North Shore, River, et voilà. Regardez-nous tous les dimanches, surprise pour ce dimanche, et voilà, je me tais. C'est la fin de ce grand journal. Passez un excellent mardi. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Passez un excellent mardi. Aujourd'hui, c'est Election Day, oui, primary. Alors, allez voter